5, exactement à 18h34, les écrans des centres de commandement des défenses aériennes intégrés de la frontière ouest de la Russie sont devenus rouges simultanément. Il ne s'agissait pas d'une simple attaque venant d'une seule direction. C'était un cauchemar synchronisé visant 3 oblasts distincts, Kursk, Belgare et Bansk, en même temps. À ce moment, 2 batteries M142 HIMARS étaient en position de tir, installées juste derrière des zones civiles au nord de Kéfé. Des dizaines de cibles à basse et moyenne altitude avançaient depuis le territoire ukrainien profondément en Russie. Ce n'étaient pas de simples drones FPV. Il s'agissait de drones kamikazes longue portée UJ-26 Bober et Sheila 400, chacun transportant des ogives de 30 à 50 kg. Les batteries pensées S1 et TOR-M2 de la zone réagirent immédiatement. Le ciel s'illumina de traînées de missiles et d'obus anti-aériens. Chaque interception réussie était enregistrée comme une victoire dans les registres des opérateurs russes. L'espace aérien était sécurisé, les systèmes fonctionnaient parfaitement. Cependant, cette illusion de sécurité n'était que le premier acte d'une stratégie multicouche soigneusement conçue. Tandis qu'il traquait le bruit dans le ciel, la vraie menace avançait silencieusement et mortellement depuis l'orbite, cachée derrière ce vacarme électronique. Au même moment, au sommet du chaos, 6 trajectoires à grande vitesse apparurent sur les radars surveillant Belgorod. Ce n'étaient pas des drones. Ils ne volaient pas horizontalement mais plongeaient depuis les couches supérieures de l'atmosphère à des vitesses dépassant 2,5 fois celles du son. Tout le bruit dans le centre de commandement s'interrompit un instant. Le jeu venait de changer. Il s'agissait de missiles M31 GMLRS tirés depuis le système M142 HIM. Sans hésitation, le commandant russe ordonna l'activation de la batterie S400, jusque-là silencieuse et installée dans un lieu secret, le plus précieux atout de la zone. Le radar Gravestone 92N6 émit un puissant signal, verrouillant toutes les cibles, et en quelques secondes, des missiles intercepteurs 648 N6DM furent lancés à Maxi. Quelques secondes plus tard, 6 grandes explosions retentirent dans les couches supérieures de l'atmosphère. Dans le centre de commandement russe, la voix de l'opérateur résonna. Toutes les cibles détruites. Impact direct. Toutes les 6 menaces balistiques interceptées. Une vague de soulagement et de fierté parcourut la salle. Ils avaient repoussé l'attaque la plus complexe et multicouche de leur histoire. Cependant, à des centaines de kilomètres de là, dans un quartier général souterrain secret en Ukraine, personne n'était déçu. Au contraire, la phase la plus critique du plan avait été accomplie avec succès absolu. Le premier acte de l'opération avait commencé des heures plus tôt. Un essaim massif de centaines de drones avait été envoyé vers 8 régions russes différentes: Kursk, Bryansk, Belgorod, Tula, Yaroslav, Rostov, Novgorod et Samara. C'était l'une des plus grandes et coordonnées attaques de drones jamais vues par la Russie. Mais son objectif n'était pas de toucher la cible, mais de créer un voile de chaos. Tandis que l'armée russe déclarait sa victoire, elle ignorait qu'elle était tombée dans un piège massif. Cet essaim était conçu comme un écran de fumée pour occuper les coûteuses batteries de défense aérienne russes, épuiser leurs munitions, surtout, distraire leur attention en verrouillant leurs radars dans différentes directions. Car la vraie cible se trouvait à Belgorod, à environ 90 km de Khark. Mais ce n'était pas une cible ordinaire. Comme confirmé par les sources ouvertes et les données satellitaires, la centrale thermique Belgorodskaya était un centre de gravité systémique, le cœur du réseau militaire et industriel de toute la région. Elle alimentait les zones principales de commandement et de ravitaillement de la 20e armée combinée de la garde russe, responsable de certaines des opérations les plus sanglantes en Ukraine de l'Est. Cependant, le renseignement ukrainien savait que cette cible était fortement gardée précisément en raison de son importance. C'est ici que l'ingéniosité ukrainienne entra en jeu, une stratégie pour saturer et tromper les défenses aériennes russes. Dans un quartier général souterrain, un officier de guerre électronique pointa l'écran lumineux. Tirez. Nous avons les coordonnées exactes, la fréquence et la puissance du radar S400. Envoyez le second salvo. Feu à volonté. À ce moment, ce que les Russes croyaient être une victoire se révéla être un piège cruel. Ces missiles HIMARS à 6 millions de dollars n'étaient pas des armes d'attaque mais les leurs les plus chères et rapides de l'histoire. Leur mission, forcer le S400 secret à tirer, révélant sa position, son identité et son empreinte électronique. Cela créa une faille fatale dans la défense russe. Les informations de coordonnées et de fréquences du S400 furent immédiatement transmises à une deuxième batterie HIMARS et au drone kamikaze UJ-26 Bober se dirigeant vers la zone. La vraie chasse commençait. À un autre emplacement, l'équipage de la seconde batterie HIMARS, en silence absolu, reçut l'ordre mis à jour. Le second salvo de 6 missiles fut tiré sur la cible vulnérable, la centrale thermique, cœur du réseau énergétique de Belgorod. Avec ce lancement, l'air de victoire dans le centre de commandement russe se transforma en choc glacial. 6 nouvelles trajectoires balistiques apparurent à l'écran. La deuxième vague arrivait. Les missiles M31 GMLRS franchirent la frontière russe en seulement 40 secondes depuis une orbite proche des limites de l'atmosphère.
Les opérateurs tentèrent frénétiquement de réengager le S-4 Sense, mais le système était dans sa fenêtre critique de recalibration. Pendant ce temps, les batteries Pensier et TOR luttaient toujours contre les drones Bobé et Sheila se dirigeant vers les positions connues des S-400. Alors que les missiles IMAR effectuaient leur plongée finale, le radar S-400 se réactiva, détecta la menace, et un officier russe tenta d'alerter ses supérieurs. Mais à ce moment précis, un UJ-26 Bobé, caché à basse altitude, plongea directement vers le véhicule de commandement du radar. Le radar S-400 n'était pas conçu pour détecter et intercepter une si petite cible à si courte distance. Les systèmes Pensier et TOR environnants étaient occupés à d'autres menaces. Une brève fenêtre mortelle s'ouvrit dans le réseau de défense. Lorsque le Bobé frappa le cerveau du S-400 avec sa charge de 40 kg, il ne restait que 30 secondes avant l'arrivée des missiles HIMARS sur la cible. L'écran du radar tomba momentanément en panne. C'était le moment où le seul système capable d'arrêter la deuxième vague était aveugle. Cette fois, rien ne pouvait les arrêter. À 18h47 exactement, 6 missiles HIMARS, chacun programmé pour toucher sa cible avec une précision inférieure à 5 mètres, frappèrent la station de transformation principale, cœur du réseau énergétique de Belgorod, avec une précision absolue. L'explosion déclencha une réaction en chaîne incontrôlée. Les ogives de 90 kg détruisirent instantanément des tonnes de structures en acier et cuivre. Les lignes haute tension se rompirent, un arc électrique massif transforma la nuit en jour, et le cœur du réseau régional s'arrêta. L'électricité de la centrale thermique alimentait les radars S-300 et S-4 Sense de la région et les systèmes de communication des abris de commandement. Plus important encore, elle alimentait l'infrastructure de signalisation ferroviaire, vitale pour le transport de munitions, carburant et soldats au front. Toucher cette centrale signifiait non seulement éteindre les lumières, mais aveugler les yeux de l'armée, assourdir ses oreilles et paralyser ses jambes. Lorsque le réseau électrique s'effondra, un effet domino se produisit. Les pompes à eau cessèrent de fonctionner, les connexions Internet furent coupées, et la vie dans une ville de 500 000 habitants s'arrêta presque totalement. Des personnes coincées dans des ascenseurs, des routes bloquées à cause des feux non fonctionnels, des magasins n'acceptant que le paiement en liquide, les systèmes de chauffage et d'eau arrêtés, les infrastructures de communication mobile et Internet effondrées. Des files d'attente interminables aux stations-service, des combats pour le carburant des générateurs, des assauts de supermarchés. Tout cela plongea la région dans une panique et un chaos total. Alors que le ministère russe de la Défense annonçait triomphalement avoir abattu 230 drones, il ignorait en réalité qu'il était tombé dans un piège colossal. Lorsque le gouverneur de Belgrade fit une déclaration à 19h07, le Kremlin fut confronté à une vérité amère. La propagande du ministère russe de la Défense affirmant que des centaines de cibles avaient été touchées s'effondra instantanément devant l'aveu paniqué du gouverneur Vyacheslav Vladov. Une attaque avait eu lieu contre une infrastructure critique et de graves pannes d'électricité étaient en cours. Le soir du 28 septembre, la tentative des médias russes de présenter l'incident comme une simple panne de transformateur fut démystifiée en quelques secondes par le système satellite firme de la NASA, qui détecta un incendie massif dans la zone, et par des vidéos prises par des civils. Cette opération fut une symphonie militaire massive. Plus de 230 drones avaient un seul objectif, garantir que quelques missiles IMAR atteignent leur cible. Et lorsque ces missiles atteignirent leur objectif, ils détruisirent non seulement une centrale électrique, mais aussi le mythe d'invincibilité de la Russie. L'opération de frappe de précision de l'Ukraine contre la centrale thermique de Belgrade le 28 septembre 2025 restera dans l'histoire comme un tournant dans la guerre. Les conséquences de l'attaque de Belgrade allaient bien au-delà des transformateurs détruits et des villes plongées dans l'obscurité. Ce fut un effondrement catastrophique d'un système et cela ébranla fondamentalement la doctrine militaire établie de la Russie. La pensée militaire russe a toujours été fondée sur l'idée de garder la guerre loin de ses propres frontières. L'attaque de Belgrade démontra douloureusement que cette doctrine n'était plus valable à l'ère des armes de précision longue portées entre les mains de l'Ukraine. Le concept de ligne de front n'existait plus. Un missile tiré depuis KKE pouvait atteindre l'arrière-cour de Moscou. L'impact sur le moral des soldats au front fut dévastateur dans le sens le plus vrai du terme. Pour comprendre le génie de l'attaque, il faut d'abord comprendre la cible. Belgradskaïet n'était pas une infrastructure civile choisie au hasard, mais le cœur du réseau militaire et industriel de toute la région, un centre de gravité systémique. L'objectif de l'Ukraine n'était pas les mégawatts produits par la centrale, mais tout ce qui dépendait de ces mégawatts. Les chemins de fer alimentant le front sud de l'armée russe, les usines produisant des munitions et les centres de commandement dirigeant les troupes. Selon des analyses de think tanks tels que l'Institute for the Study of War, l'oblast de Belgrade servait de base arrière vitale pour les opérations en Ukraine. Cette région soutenait notamment les principaux centres de commandement et de ravitaillement de la 20e armée combinée de la garde russe, responsable des opérations les plus sanglantes dans l'est de l'Ukraine. L'énergie ininterrompue et stable fournie par la centrale était essentielle au fonctionnement de chaque partie de cette vaste structure militaire. Une panne signifiait que les dépôts de munitions,
les ateliers de maintenance de véhicules blindés, les stations d'écoute électronique et surtout les centres de commandement avancés où les troupes étaient dirigées seraient instantanément plongées dans l'obscurité et le silence. Bien sûr, ces installations disposaient de générateurs. Mais un générateur ne peut pas faire tourner les antennes radar massives S400 pendant des heures, ni alimenter simultanément et de manière fiable les terminaux de communication satellites stratégiques ou tous les dortoirs abritant des milliers de soldats. Cette nuit-là, les commandants russes se retrouvèrent transportés depuis le champ de bataille du XXI siècle vers l'obscur monde analogique du XX siècle. Les lignes de communication chiffrées furent coupées, les écrans de surveillance éteints, et le flux de renseignements en temps réel depuis le front fut tranché comme un couteau. C'était comme couper l'oxygène au cerveau d'une armée. Les rouages de la machine de guerre industrielle s'arrêtèrent également brutalement. Les installations industrielles de Bellegarde et ses environs, qui avaient rapidement basculé vers la production de munitions, de pièces militaires et de services de réparation avec le déclenchement de la guerre, furent paralysées. Des usines comme la Karachevsky Elektrael dans la région de Briansk, spécialisées dans le développement et la production de connecteurs électriques critiques pour usage militaire et industriel, furent directement impactées. La panne de courant fut comme un levier inséré dans les engrenages de cette immense machine de production. Les lignes de production s'arrêtèrent brutalement, les machines pressant les obus se turent, les bras robotiques soudant l'armure des chars restèrent suspendus en l'air. L'industrie moderne dépend d'une énergie stable et de qualité. L'énergie fluctuante fournie par des générateurs ne peut pas faire fonctionner des machines CNC de précision ni des lignes produisant des composants électroniques complexes. Chaque heure perdue signifiait des centaines d'obus en moins, des dizaines de véhicules réparés en moins, et des tonnes de munitions en moins arrivant sur le front. Mais le maillon le plus dévastateur de ce domino se manifesta lorsqu'il frappa le réseau ferroviaire, l'épine dorsale en acier de l'armée russe. La doctrine militaire russe repose fortement sur les chemins de fer pour transporter de grandes quantités de matériel et de personnel sur de longues distances. Belgrade était l'un des nœuds les plus critiques de cette colonne vertébrale. Les lignes traversant la ville connectaient les ressources de l'intérieur de la Russie au Donbass et à la Crimée via Rostov au sud. Une grande partie de ces lignes étant électrifiée, la coupure d'électricité paralysa instantanément tous les systèmes de signalisation, de commande des aiguillages et de communication. Les pétroliers, wagons de munitions, trains remplis de soldats furent tous piégés dans le labyrinthe sombre de Bellegarde. La logistique russe s'effondra en un instant. Avec seulement quelques centaines de kilogrammes d'explosifs, l'Ukraine parvint à neutraliser des dizaines de milliers de tonnes d'acier et des milliers de soldats sans tirer un seul coup de feu. Le génie militaire de l'opération de Bellegarde réside non seulement dans le choix de la cible, mais aussi dans la stratégie de tromperie à plusieurs couches utilisée pour l'atteindre. Ce fut une leçon magistrale de réinterprétation des tactiques militaires classiques avec la technologie du XXI siècle. La partie la plus audacieuse et intelligente de l'opération fut l'utilisation du premier salvo HIMARS comme appât. Sacrifier 6 missiles GMLRS, chacun d'une valeur approximative de 170 000 $, en sachant qu'ils seraient détruits, nécessitait une analyse des risques froide et précise. Mais la récompense surpassait largement le risque. Cette opération laissa Moscou face à un choix impossible, protéger ses troupes au front ou ses infrastructures stratégiques. Il n'était plus possible de faire les deux parfaitement en même temps. Après cette attaque, la Russie fut obligée de retirer certaines de ses batteries de défense aérienne les plus avancées du front pour protéger les villes comme Bellegarde, Kursk et d'autres infrastructures critiques. Chaque batterie S-400 ou pensier retiré du front ouvrait une nouvelle fenêtre d'opportunité pour l'aviation, les drones et les missiles de croisière ukrainiens. Pour protéger son propre territoire, la Russie devait rendre plus vulnérable le territoire qu'elle occupait. Ce fut une brillante victoire de l'intelligence sur la force brute, avec un coût calculé. Cette opération démontra que la guerre moderne ne se joue plus seulement sur les lignes de front entre chars et tranchées, mais également sur les points critiques en profondeur stratégique de l'ennemi. Grâce à la parfaite synchronisation de la technologie, du renseignement et de la guerre psychologique, l'Ukraine ne s'est pas contentée de frapper une cible. Elle força également son adversaire à utiliser sa propre force contre lui-même, offrant une leçon magistrale sur l'art de la guerre moderne.